Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne. Dans cette courte vidéo, nous allons prendre quelques exemples pour savoir les conditions dans lesquelles on s'engage ou on ne s'engage pas, où on décide ou on se refuse à décider. La méthodologie, c'est, je vais vous présenter une courte mise en situation, visuelle plus commentaire, partielle automatiquement. Vous réfléchirez, quelques instants de réflexion, vous prenez votre décision. Après chaque question, vous lèverez votre carton pour savoir ce que vous avez décidé par rapport à la proposition que je vous ai faite. C'est d'accord. Je suis à peu près d'accord avec vous, mais bon, ça se discute. Je ne suis pas d'accord, mais bon, à la limite, je ne suis pas du tout d'accord et je vais défendre mon point de vue. Et blanc, c'est je m'en moque complètement. Ou, vous allez le voir, ça pourrait être d'autres types de décisions, c'est je ne me prononce pas, je n'ai pas suffisamment d'informations. Dans l'animation, puisque là je ne vous fais qu'une synthèse de l'animation, le but est de donner la parole à plusieurs personnes pour argumenter son ou ses choix personnels. Réponse très courte, je m'amuserai à faire tout le monde. Priorité d'expression donnée au choix minoritaire, pas de délibération dans le cadre de cet exercice. Il s'agit juste de prendre le pouls de la salle, c'est-à-dire à la fois globalement et individuellement les différents avis. On va raisonner sur plusieurs mises en situation. La première est une situation extrêmement actuelle en cette fin novembre 2022. C'est la situation qui fait suite aux luttes contre les méga-bassines dans le cadre du Poitou. Alors déjà, il faut qu'on plante quand même complètement le décor. Ces méga-bassines, qui peuvent mesurer, qui sont beaucoup plus grandes qu'un terrain de foot très généralement, c'est de l'eau que l'on puise dans la nappe phréatique. Pour que vous ayez quand même une partie des éléments du débat, c'est l'eau de la nappe phréatique est un bien commun de l'humanité, ou dans le pire des cas, propriétaire, c'est l'État propriétaire. Dans ce cadre-là, les exploitants agricoles pompent l'eau dans les nappes phréatiques, en général lorsque les nappes phréatiques sont plutôt en niveau élevé, remplissent leurs méga-bassines, ce qui leur permet plus tard, lorsqu'ils en ont besoin, d'irriguer leurs champs. En l'occurrence, c'est fondamentalement du blé et du maïs, et assez peu de maraîchage. Quelle est l'argumentation des gens qui manifestent ? C'est vous utilisez de l'eau alors que nous sommes en manque d'eau, vous utilisez de l'eau bien commun de l'humanité, en tout cas dont vous n'êtes pas propriétaire, puisque, je vous le rappelle, un propriétaire terrien est propriétaire du sol, mais il n'est pas propriétaire du sous-sol. C'est l'État. Vous utilisez un bien commun de l'humanité pour produire des végétaux que vous allez vendre pour en faire du profit. Et cette eau, normalement, bien commun, devrait être partagée. Voilà fondamentalement, de façon extraordinairement simplifiée, l'argumentaire des gens qui manifestent. De l'autre côté, les agriculteurs disent « mais oui, mais nous, si vous voulez que l'on vous produise de l'alimentation, il faut qu'on ait suffisamment d'eau, sinon on ne produira pas. » Et donc, leur argument, c'est de dire « ben oui, mais l'alimentation est totalement indispensable, il faut nous laisser les moyens de produire. » Voilà quelques termes d'un débat extraordinairement simplifié. Vous avez bien compris que si je faisais bien mon travail, je vous aurais fait un exposé de 20 minutes. Je réduis ça à 3 minutes. Alors, si je vous pose la question, et vous ? Est-ce que vous allez manifester contre les bassines et occuper la zone ? Si vous êtes d'accord pour aller manifester, ce sera le carton vert. Si vous êtes à peu près d'accord, le carton jaune, rouge, le carton noir si vous n'êtes absolument pas d'accord, et le carton blanc si vous n'avez pas d'opinion ou que le sujet ne vous intéresse pas.
Alors à cette première question, je vous reprends quelques éléments que j'ai pu avoir lorsque nous avons testé ces situations. Vous allez manifester contre les bassines et occuper la zone. Dans l'immense majorité des cas, la réponse est non. Non, je n'irai pas manifester contre les bassines et occuper la zone. Quelques rares personnes sont beaucoup plus engagées et effectivement sortent le carton vert en disant oui, je vais manifester. Je ne porte, on est bien d'accord, aucun jugement sur la décision qui est prise par la personne. Ce que je peux dire, c'est que l'engagement pour aller manifester est limité. Mais il y a deux choses dans ma question. Ma question est volontairement mal posée. Vous allez manifester contre les bassines, c'est une chose. Vous allez occuper la zone, la ZAD, zone à défendre, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui auraient peut-être répondu vert s'il n'y avait eu que la première partie et qui ont répondu jaune parce que oui, mais pas n'importe quoi non plus. La deuxième question. Vous soutenez les forces de l'ordre qui ont manu militari, on va dire, écarter les gens qui manifestaient. Donc vous allez soutenir les forces de l'ordre, le gouvernement, la préfecture, pour l'évacuation de la ZAD, y compris par la force. Il est possible que vous disiez, ben oui, plutôt oui. Plutôt oui, même si, bon. Alors, les gens qui répondent ça peuvent très bien dire, moi, je vais soutenir parce que j'estime que c'est un terrain privé et que des gens n'ont pas à investir un terrain privé. On peut aussi avoir des gens qui vont dire « Ah non, alors je ne les soutiens pas ». Soit pour des raisons, on va dire, très politiques. Tendance gilet jaune, je m'oppose à tout ce qui est exercice de l'ordre de l'autorité. Soit parce que effectivement, il trouve que l'exercice de l'autorité est complètement disproportionné par rapport aux moyens employés par les manifestants. D'autres vont peut-être dire « je suis complètement contre cette intervention des forces de l'ordre, car effectivement, on bafoue la question de l'eau bien publique ». Vous voyez qu'on peut très bien répondre d'une façon à une question sans forcément que la raison soit la même. Et dans cet exercice-là, on ne peut pas évidemment donner la parole à tout le monde. Dernière affirmation. Vous trouvez la cause juste, mais vous n'irez pas manifester ni occuper la zone. Alors certains ont répondu oui, moi, vert, pardon pour la couleur. Oui, je pense que la cause est juste. Mais en fait, je ne suis pas assez motivé pour aller occuper la zone. C'est pas que je m'en moque, mais c'est que juste, c'est le degré de motivation qui n'y est pas. Si moi je m'engage dans une cause, je m'engagerai dans une cause qui sera quelque peu différente. Première remarque sur ces questions. Vous voyez que je vous demande juste de vous positionner. En quelque sorte, je regarde quels sont vos avis, vos opinions. Vous allez voir que ça nous amènera aux représentations sociales assez rapidement. Mise en situation 2. Les engagements féministes. Impossible de ne pas parler de MeToo ou de Balance ton porc, mais impossible de ne pas envisager aussi que Balance ton porc a fait parfois des victimes avec des accusations qui pouvaient être mensongères, mais aussi une remise en cause de tout un tas de choses. Donc, je ne suis pas du tout en train de juger de la balance entre des effets positifs et des effets négatifs. Le mouvement des Femen, beaucoup plus ancien, puisqu'il a plus de 20 ans maintenant. Juste, les Femen, la méthode, c'est de manifester seins nus en général, de se mettre dans des endroits visuels. Le but, c'est d'attirer l'attention, parce qu'elles savent que si elles n'attiraient l'attention que par des méthodes complètement classiques, il n'y a évidemment personne qui s'intéresserait à leur cause. J'ai mis cette image qui d'ailleurs a été reprise dans La forêt des 29 engagements. C'est une des plus vieilles histoires de l'écoféminisme.
c'est-à-dire un certain nombre de femmes qui défendent une forêt, la personne qui a le pouvoir sur la forêt, qui veut détruire la forêt, dit bah oui si vous voulez, mais tous les jours je coupe la tête d'une des personnes. Et donc tous les jours, décapitation, décapitation. Lorsqu'il n'y a eu plus de femmes, il a pu couper la forêt. C'est une des histoires les plus monstrueuses où se mêle à la fois la vérité et le récit. C'est d'ailleurs la base du roman d'Irène Frey. Ce sur quoi je voulais insister, ce n'est pas tellement l'exemple, c'est de dire qu'il n'y a pas un féminisme, il y a plusieurs féminismes. Ce féminisme-là est de l'écoféminisme. Il aurait été difficile dans le contexte actuel de ne pas parler des mouvements féministes en Iran, évidemment. Alors, à la question, tous les mouvements féministes sont-ils à soutenir sans distinction? J'ai eu des réponses qui étaient automatiquement vertes. Tous sont à soutenir parce que l'engagement féministe est par définition louable. J'ai eu des gens beaucoup plus posés en disant « oui mais, ça dépend ». Comme les féminismes sont différents, je ne suis pas obligé de partager tous les engagements ou toutes les méthodes utilisées par les féministes. Ce qui amène à la deuxième question. Il faut quand même des garde-fous pour garantir la sécurité et le respect des institutions. Des garde-fous pour garantir la sécurité et le respect. Alors oui, effectivement, j'ai des gens qui m'ont dit oui à cette question-là, ou oui en restant dans une certaine mesure. On a assez peu de gens qui ont répondu ça, et pratiquement personne qui a répondu ça. Mais je vais quand même vous donner ce qui était annoncé. C'est que, est-ce que vous connaissez des grands changements sur le plan féministe qui se sont faits sans qu'il y ait de véritables mouvements on va dire investis, de mouvements sans forcément violence, mais ça s'est toujours fait quand même avec un certain degré de heurts. Donc là, ici, on est en train, quand on dit oui à cela, on met en avant la nécessité des garde-fous, de la sécuritarisation de tous ces éléments-là. Alors, oui, peut-être, je ne suis pas en train... D'accord, vous avez compris qu'à aucun moment je vous dirais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. J'essaie juste de vous décomposer ce qu'il y a dessous. Attention aux dérives, aux dénonciations, à la violence, aux conséquences possibles, au chaos politique, au crash financier. Bien sûr, il peut y avoir des dérives, comme l'ont indiqué un certain nombre de personnes. Et puis, d'autres ont dit, ben non, non. Non, il faut accepter ces dérives, il faut accepter ces violences, car tous les changements, sans forcément aller à des révolutions, ont provoqué cela. Alors en fait, il faut garder les pieds sur terre, tout ne pourra pas changer partout, et il faut respecter certaines coutumes. Là, on a ici une certaine forme de résignation, de renoncement. Là, on a une certaine relation à la sécurité, voire au sécuritarisme. Là, on a une relation à la stabilisation. Je n'ai pas forcément envie que n'importe quel changement se mette en place. Là, nous avons une prise de recul sur la nature des mouvements féministes qui n'ont peut-être pas tous les mêmes vertus. Troisième exemple. J'ai pris l'exemple des Vendredis du climat, avec un mouvement initié par Greta Thunberg. Pour information, il y a eu des mouvements il y a 17 ans et il y a 25 ans, faits d'ailleurs à chaque fois par des jeunes femmes qui ont abouti à des choses de même nature. Donc ce n'est pas la première fois qu'une jeune personne prend en charge un mouvement. Je ne reviens absolument pas sur la personnalité de Greta Thunberg, je regarde juste le combat et la position... Alors, deux mots. Ça c'est Greta Thunberg, ça c'est les mouvements lycéens qui regroupent quand même, selon les vendredis, quelques centaines de milliers de personnes sur Terre à quelques millions de personnes sur Terre.
Bon, ça, c'était suite à la fin de la Covid. Ça, c'est une autre manifestation où on avait une manifestation de jeunes lycéens et collégiens mélangés à des gens qui sont plutôt anti-nucléaires. Là, c'est une réunion, enfin c'est une manifestation qui, elle, est beaucoup plus, on va dire, gilet jaune. Tout en bas, ici à droite, ce sont des manifestations où le politique a intégré avec Greta Thunberg et certaines dérives. La position, le combat de Greta Thunberg, grève des cours, intransigeance face à ce qui est proposé, est courageux et louable. J'irai manifester vendredi. Si vous dites oui à cette question-là, vous voyez que effectivement, vous êtes totalement engagé, vous êtes sur les mêmes valeurs et vous êtes sur un degré d'engagement sur cette question du climat. Soyons clairs, est-ce que cette posture est très répandue? La réponse est non, en tout cas pas tellement en France. Deuxième posture, ce n'est pas le rôle des enfants que d'aller manifester dans les rues pour sauver le climat. J'ai eu deux types de réponses à ça. Soit je suis complètement d'accord, c'est pas le rôle des gamins, ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour aller manifester. Une autre réaction a été, mais si eux ne le font pas, qui le fera à leur place alors qu'ils sont là pour quelques dizaines d'années, alors que moi, avec mes cheveux blancs, je ne suis là que pour moins de temps, quoi. Je pense que les jeunes ont raison. Non seulement je vais les soutenir, mais si j'étais enseignant, je les inciterais même à aller dans la rue et à manifester. Alors là, il y a deux registres. Il y a le registre personnel. Je pense que les jeunes ont raison. Et après, il y a le non seulement je les soutiens, ça c'est une posture qui peut être personnelle ou professionnelle, mais plutôt personnelle. Et si j'étais enseignant, je les inciterais à aller manifester. Et là, c'est déjà beaucoup plus gênant. C'est beaucoup plus gênant parce que, effectivement, on est là dans une forme de lobbying, on est dans une forme d'engagement, mais on est dans une forme de prosélytisme. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait compatible avec la posture de l'enseignant. Vous avez vu dans d'autres vidéos qu'il faut se méfier entre la neutralité, qui est caduque, qui ne sert à rien, et l'impartialité. Je me dois, si je suis enseignant, d'être impartial, mais je peux être, la posture d'impartialité engagée n'est pas la posture d'engagement prosélyte. Il faut bien faire la différence entre les deux. En l'occurrence, il me semble que ce serait quand même une faute professionnelle que de dire oui à ce 3 si on est enseignant. Il faut bien distinguer la sphère privée de la sphère professionnelle. Je pense que ces jeunes mélangent tout. Climat, social, lutte contre le capitalisme et les inégalités, la richesse. Ils sont manipulés. Arrêtez de les faire angoisser. Il faut qu'ils arrêtent. Alors en fait, ça c'était très amusant parce que j'ai eu des réponses complètement différentes. Ils mélangent tout. J'ai des gens qui m'ont dit « oui, ils mélangent tout. C'est vrai, ils mélangent tout. » Et j'ai d'autres qui m'ont dit « au contraire. Non seulement ils ne mélangent pas tout, mais justement avec une vision systémique, prospective, en termes de changement. Mais c'est que tout est lié. Donc en fait, si vous voulez faire un changement, il faudra tout changer. » Et donc, c'est ces jeunes qui ont raison. Deuxième chose, ils sont manipulés. Alors, oui, dans une certaine mesure, se pose la question de leur libre arbitre. Enfin, un jeune au collège ou au lycée n'a-t-il pas autant de libre arbitre qu'une personne plus âgée? Arrêtez de les faire angoisser. Arrêtez de les faire angoisser. Alors là, c'est une vraie question. Est-ce que le monde de demain est un monde tout rose? Est-ce qu'on va devoir faire comme si ça n'allait pas arriver, comme s'il n'y avait pas d'ennui? Et donc la question, c'est arrêter de les faire angoisser, mais ils sont déjà angoissés. Ce serait nier tout le problème que l'on a avec l'éco-anxiété. Il faut qu'ils arrêtent, mais c'est même pas à nous d'en décider. Donc en fait, ce que je me suis amusé à faire dans ces affirmations, c'est vous mettre des affirmations qui sont relativement incompatibles, des mises en situation dans lesquelles
vous pouvez vous engager individuellement ou non, et ça m'amène à revenir sur le carton blanc. Le carton blanc, il résulte de deux choses complètement différentes. Soit c'est cette cause, je m'en moque complètement. C'est peut-être pas qu'elle n'est pas intéressante, mais je n'ai pas à m'investir là-dessus. Ou deuxième chose, je n'ai pas assez d'informations. Et en fait, quand on est honnête, il est bien, souvent, quand vous répondez avec passion, vous répondez vos opinions. Mais vous n'avez pas eu assez de temps pour véritablement vous faire une opinion argumentée. Et donc il faut se méfier, et d'ailleurs vous l'avez, enfin du moins je peux vous le dire, je l'ai vu plusieurs fois, c'est qu'on a parfois par la même personne des réponses antagonistes, qui montrent que par rapport à une question posée, vous pouvez répondre à deux questions de différence, à deux questions de façon complètement opposée. Soit parce que mes questions sont ambiguës, ce qui était volontaire, soit aussi parce que vous avez plusieurs rationalités. Il nous faudrait bien sûr envisager le pourquoi et comment nous prenons nos décisions, ou pas de décision. Sur le plan technique, juste pour information, c'est ce qu'on appelle une abaque de Régnier. C'est destiné à prendre en compte les représentations, les avis des différentes personnes dans une salle. Dans le cas présent, j'ai détourné quelque peu cette méthode pour m'intéresser à l'engagement et à la décision, au pouvoir de décision, sachant que nombre des questions posées ont été volontairement posées de façon ambiguë, de façon à vous permettre d'exercer votre sens critique. Et que les données qui permettent d'analyser n'ont pas elles-mêmes été suffisamment travaillées. Et donc, globalement, il est normal qu'un certain nombre d'entre vous ayez répondu blanc à cette question. Merci de votre attention.